Chers amis, bonsoir. Je suis Nora, je suis journaliste. Il y a beaucoup de lumière, waouh. Peut-être qu'on peut rallumer un peu la salle ? Parce qu'il n'est pas question qu'on entende pour une fois des gens qui parlent sur scène, mais il est bien question qu'on vous entende, vous. Et moi, ce que je vais faire ce soir, c'est ce qu'on appelle un débat inversé, quelque chose auquel peut-être vous n'avez jamais participé. L'objectif étant de créer un moment de parole. Donc ceci est un espèce de bâton de parole, comme peut-être vous vous souvenez, vous étiez petit à l'époque. Donc je vais passer entre vous. Ceux qui veulent parler peuvent lever la main. Mais vous allez voir, ceux qui ont décidé de ne pas parler vont certainement parler. Et c'est ça le drame. C'est que vous n'allez pas avoir le choix, parce que l'idée, c'est justement, à partir de ce qu'on vient d'entendre, de vous entendre. Eu égard à ce que vous êtes en train de mener comme exercice, comme aventure collective, vous êtes chacun à votre place. Vous avez peut-être beaucoup de choses à dire, des expériences, des remarques, des choses à nous raconter, des anecdotes. Peut-être vous êtes-vous retrouvés à un endroit, quelque part, dans un de ces trois personnages. Peut-être pas du tout. Peut-être que vous êtes très énervé, très agacé par ce que vous venez de voir, ou pas. En fait, vous faites comme vous voulez, vous prenez le pouvoir sur cet échange. Et l'objectif, c'est que moi, je passe le micro à chacun et qu'on se mette à dialoguer tous ensemble. La parole est complètement libre. Juste, moi, vous allez entendre, voilà, je vais recadrer, peut-être reformuler un peu, faire en sorte qu'on se comprenne tous. On est là pour faire connaissance. Du coup, bonsoir, qui êtes-vous ? Bonsoir, Aurélien Mitter, architecte. Enchanté. Vous venez d'où ? Je viens de Montpellier. Ouais. Ouais. Et bienvenue. Merci. Vous avez quitté le beau temps pour venir vous enferrer à Paris ? Oui. Quelle idée. Et vous êtes architecte et vous travaillez sur quoi, par exemple, là ? En ce moment, sur le quartier de Main, sur le site de l'ODEV. Sur le site de l'ODEV, d'accord. Oui. Est-ce que vous vous êtes reconnu là ? Est-ce que vous êtes senti blessé par le passage sur les architectes ? Non. Non ? Non. Pourquoi ? Ça vous a semblé pertinent ? En partie, oui. Ouais. Oui. Mm-hmm. Et après, je pense que l'architecte a cette même posture par rapport à ce qui est dit, donc je n'étais pas blessé parce que je ne me sentais pas visé. Mm-hmm. C'est compliqué pour un architecte de prendre en compte justement toutes ces conceptions, toutes ces positions, parfois des injonctions contradictoires. Oui. Ouais, quand Oui. il faut produire. Oui, c'est ça. Ouais. Donc on était plutôt raligné avec ce qui était dit. Ouais. Bon. Je continue, chers amis. Hop. J'adore, il y en a qui s'en vont. Croyez pas que je vais pas aller vous chercher dans le couloir. Bonjour. Est-ce que vous m'autorisez, Madame Amatsoir, à côté de vous ? Bonjour, je vous en prie. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Qui êtes-vous ? Alors, je suis jury citoyen dans le cadre du projet de réhabilitation de l'immeuble Langevin, quartier Caen, en Normandie. Super. Quartier de la Grâce de Dieu à Caen, en Basse-Normandie. En Normandie, pardon. On dit plus basse. Ah bon ? On dit plus basse. On dit quoi ? Il y avait basse et haute avant, maintenant c'est Normandie c'est que tout court. Normandie tout court. Oui. Oh là là, tout et tous en Normandie. Est-ce que vous vous êtes retrouvée, Madame, dans ce qui s'est dit là ? J'ai un petit peu, j'étais un petit peu surprise effectivement de ce qui s'est dit sur les architectes. Je pensais pas qu'il y avait cette guerre entre urbanistes et architectes. Oui, j'étais un petit peu étonnée. Maintenant, évidemment, j'ai retrouvé aussi dans le rôle de l'habitante plein d'exemples de collègues que j'ai effectivement qui habitent aussi. Je n'habite pas la Grâce de Dieu, mais j'ai pas mal de collègues qui sont ici, qui sont habitants de la Grâce de Dieu, et j'ai eu l'impression aussi de retrouver un petit peu leur expérience, leur vie. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, par exemple, d'être jury citoyen ? Comment vous arrivez dans cet exercice ?
Eh bien, en fait, j'arrive dans cet exercice parce que je m'occupe d'une association qui est dans le quartier de la Grâce de Dieu, justement à Caen. Et effectivement, j'ai été sollicitée pour devenir jury citoyen, et j'ai trouvé que cette expérience était absolument enthousiasmante, notamment par le fait d'associer les habitants à ce projet de réhabilitation dans ce quartier de la Grâce de Dieu. Est-ce que vous craignez que la grâce de Dieu change ? C'est pas une crainte, au contraire. Je pense que c'est très bien si ça change. Enfin, ça évolue tout le temps. De toute façon, je pense que il y a eu plusieurs bâtiments qui ont été déconstruits, d'autres reconstruits, et je pense que cette expérience de réhabilitation d'un immeuble sans qu'il soit déconstruit, justement, est quelque chose d'assez nouveau, assez innovant. Et la particularité, c'est justement d'associer les habitants qui étaient déjà dans cet immeuble et d'autres habitants du quartier. Merci. Bonjour. Vous aussi, vous êtes de Caen ? Pas du tout. Vous êtes d'où ? Moi, je suis juste passé par hasard ici. Non, on passe jamais par hasard ici, au moins 3. Dans un bâtiment qui ne laisse pas passer la 5G. C'était ouvert juste là. Non, je suis architecte et je travaille sur un des quartiers de Denain. Lequel ? Corbeil-Essonnes. Waouh ! Lequel ? Il n'y en a qu'un seul, la chaufferie. Waouh ! Et alors, où est-ce que vous vous êtes reconnu là-dedans ? Est-ce que la métropole vous emmerde à ce point ? Est-ce que Grand Paris Sud vous enquiquine ? Pardon, si quelqu'un de Grand Paris Sud est là, je connais très bien cette zone, je me permets. Sans faire de démagogie, tout va bien. Tout va bien ? Sans faire de démagogie. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on doit faire face à ce genre de dossier, de sujet, quand il faut justement travailler avec toutes ces injonctions, tous ces paramètres, plus les habitants ? On le voit bien dans la pièce, on est un peu tous dans la même machine à laver, de l'architecte jusqu'à la ministre, jusqu'aux habitants. Et on se demande qui c'est qui a appuyé sur le bouton, mais la pièce montre bien la Juliette complexité. Méadel, merci d'appuyer sur le bouton à nouveau pour que ça stoppe, c'est ça que j'entends. Ouais, c'est un programme long ou un programme court. Vous êtes en essorage là, je suis désolée. Essorage total, à sec. Non, mais la critique et la caricature sur Le Corbusier, elle est tout à fait normale et à juste titre à plein d'égards. Elle est exagérée aussi pour d'autres sujets. Mais c'est ce que montre la pièce aussi, c'est que c'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous ? De répondre le plus juste possible à chaque fois. Et des fois, c'est en construisant, des fois, c'est en enlevant des choses aussi. Le métier change, mais il a changé à chaque époque, donc c'est pas nouveau qu'il change. Nous, notre métier, notre rôle, c'est de s'adapter à chaque fois. Chaque projet a des demandes différentes, des exigences différentes, toujours dans des grandes idées qui, elles, reviennent à chaque fois. Mais les grandes idées de vivre ensemble, d'écologie de la relation. Oui, dans toutes les époques, a priori, on veut tous les mêmes choses. Oui, sauf qu'entre le cadre évolue. Entre les habitants et le maire de la ville ou le président de la métropole. À Corbeil ou en général ? Non, en général. Je ne vais pas vous demander d'enquiquiner vos futurs collègues à Corbeil. Non. Du coup, c'est quoi la question ? Justement, est-ce que c'est pas difficile de faire en sorte de répondre peut-être à ces injonctions différentes entre des habitants qui veulent garder leur mémoire, qui ne veulent pas voir qui ne veulent pas voir le nom de la rue changer peut-être, et d'autres qui disent mais en fait il va falloir transformer ce quartier pour faire en sorte de décloisonner, désenclaver, ouvrir. Oh là là, la question me dépasse. Nora, pourquoi tu poses des questions aussi compliquées ? Non, mais c'est pas. Non, mais en plus, il n'était pas au courant, le pauvre, il est venu pour regarder une pièce de théâtre. Je suis juste architecte. Écoutez, je vais arrêter de vous torturer. Vous ne me torturez pas, mais là, c'est des grandes questions. Je suis un petit architecte. Non, il n'y a pas de petit architecte. Non, mais l'architecte, il y a toujours le fantasme de l'architecte qui sait tout, Non, on avance aussi, et encore une fois, chaque projet, il faut le prendre il faut le respecter, il faut le prendre à sa valeur, à sa hauteur. Donc il y a des grandes réponses très générales et des grandes spécificités à chaque fois, quoi.
Bon, je vais continuer à aller torturer d'autres gens. Peut-être qu'il y en a qui ont envie de dire quelque chose. J'adore, là, vous êtes terrorisés. Vous venez de voir comment j'ai torturé 3 personnes et là, ils se disent « Oh là là, mais surtout, je ne vais jamais lever la main. Jamais de la vie. » Ça veut dire que vous m'obligez à aller voir les élus, c'est ça que vous voulez dire? C'est ça? Non, quand même. Si. Ah bah attendez. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous venez de Pessac? Je viens de Pessac, oui, je suis juriste. Vous êtes bien vénard? Pourquoi? Ben parce que Pessac, c'est là où on veut tous vivre. Ah, Non, vous croyez pas? c'est pas mal. C'est pas mal, hein? C'est pas mal quand même, ouais. Vous êtes juriste citoyen? Oui, madame. À Pessac, du coup? Oui. Et vous vivez dans le quartier qui va être rénové ou pas? Alors, je ne vis pas dans le quartier, j'habite à quelques kilomètres du quartier et je me suis impliqué par rapport à des questions qui ont été posées sur l'évolution du projet. Et donc, je suis passé voir et je me suis intéressé à ce projet. Et je suis rentré dedans et maintenant, je suis juriste citoyen parce que ça m'intéresse d'entendre les difficultés et de connaître les gens de ce quartier-là, qui est un quartier pour moi très agréable et dans lequel il fait très bon vivre. Et que j'ai pas forcément l'image de ce quartier, la même image que tout le monde de ce quartier. Donc voilà. C'est ça qui vous intéresse, c'est de suivre justement cette évolution-là et de faire la connaissance aussi de ses habitants? Ce qui m'intéresse, c'est de montrer, pour moi, le vrai visage des habitants du quartier de Sège. Voilà. Parce qu'on ne le connaît pas, selon vous? On ne le connaît pas assez. On ne le connaît pas assez, on ne connaît qu'une partie, et parfois on ne montre que les parties que l'on souhaite voir ou faire ressurgir. Donc, comme il est très bien dit, il faut écouter les gens qui vivent depuis très très longtemps, qui ne s'expriment plus, ou qui veulent plus s'exprimer parce qu'ils l'ont déjà fait et que ça n'a pas abouti. Donc aujourd'hui, moi j'attends beaucoup de cette démarche, d'aller à la rencontre des gens, de les laisser parler, les écouter. Les quartiers de demain, pour moi, c'est fait pour les gens qui y habitent. Et ce qui m'a intéressé, c'est quand une personne a dit, quand on démolit une tour, c'est toute la souffrance de la personne, de la démolition de la tour ou un changement de rue, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, ce ne sont pas forcément les sujets primordiaux. Bon, il y a d'autres enjeux peut-être derrière qui font que... Et ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'il est absolument nécessaire, parce qu'on va entendre cette parole, de faire exister cette question de mémoire, ce patrimoine-là, au même titre que tous les autres, c'est ça ? Exactement. Je pense que la mémoire, le patrimoine, les gens qui y habitent, c'est environ 4000 personnes quand même, donc des gens qui habitent depuis 52, 53 ans. Je pense qu'ils n'ont pas envie de quitter le quartier, qui a un vécu. C'était un quartier qui, à l'origine, était très agréable à vivre. Bon, l'évolution a fait que peut-être il y a des changements qui font que... Bon. Après, je pense qu'il est important de se poser des vraies questions, les bonnes questions. C'est quoi les bonnes questions ? Écouter les gens, pourquoi, rentrer dans le quartier, vivre dans le quartier, et pas juger d'emblée ce qui se passe. Pourquoi ça vous émeut à ce point, ces questions ? Parce que je pense qu'il est important de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir échanger, et ne pas s'arrêter sur des a priori, sur des personnes, sur des religions, des couleurs de peau, des choses comme ça. Et la mixité, on en parle beaucoup, mais je pense que en parler, c'est bien, mais être dedans et agir, c'est plus important. Ouais, moi, en tant que bénévole, je suis plus intéressé d'aller faire des activités dans Sège que dans d'autres quartiers de Pessac. C'est plus enrichissant pour moi. Voilà. Ouais. Je vous voyais opiner du chef, monsieur de Colmar. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien, merci. Vous venez de Colmar ? Oui. Et vous d'Alsace. Aussi d'Alsace. Oui. Et vous aussi, vous êtes jury ? Oui. Et c'est où votre quartier ? C'est le quartier ouest, c'est le quartier Europe. Et ce projet, justement, enfin, vous y vivez du coup au quartier Europe ? J'y travaille. Vous y travaillez ? Ah, oui. Et selon vous, c'est bienvenu ce projet de transformation ? Comment vous voyez les choses ? Très bien. C'est l'aménagement d'une plaine qui se trouve pratiquement au centre du quartier, Europe. Et l'idée, je pense qu'il y a eu déjà un premier temps avec un conseil citoyen pour réaménagement. Et là, l'idée d'être choisi parmi les 10 villes
de réfléchir sur le quartier de demain et puis aussi permettre au collectif du jury d'avoir une parole et surtout une parole du quartier, des habitants. C'est important de se sentir écouté ? Ouais, Ouais. C'est important. C'est valoriser aussi la parole des habitants. Voilà. Ouais, c'est central. Alors j'entends beaucoup de choses là dans ce que vous venez tous de dire, parce que finalement, il y a une forme d'horizontalité. On mettrait enfin, pour une fois, la parole de toutes les parties prenantes au même niveau. On participerait à quelque chose d'une réflexion qui permet de réfléchir sur les usages, et on l'a entendu dans cette pièce. Voilà, les usages, ils sont aussi importants. C'est aussi faire face à des injonctions contradictoires parfois, à des intérêts qui sont pas les mêmes selon l'endroit où on est. Mais du coup, ça me fait dire quelque chose sur... Voilà, là, il y a quelque chose d'inédit qui est en train de s'opérer. On est en train d'imaginer un fonctionnement un peu nouveau sur ces quartiers de demain. Mais qu'est-ce que ça dit peut-être, et peut-être que vous avez envie de partager quelque chose autour de ça, ou alors vous tirez le fil que vous voulez, vous prenez le pouvoir sur cette conversation. Qu'est-ce que ça veut dire sur ce qu'on aurait peut-être foiré dans la rénovation urbaine avant ? Madame de Caen, vous avez des trucs à dire, mais plein. Tenez, vous savez quoi ? Je vous donne mon micro. Comment allez-vous ? Très bien. Alors avec le micro. Avec le micro, Ouais, très bien. Très bien. Micro. Comment vous allez ? Très bien. Vous êtes contente d'être là ? Mais alors, donc vous aussi, magnifique. c'est Caen, c'est plus la basse Normandie. Non, c'est la Normandie. C'est la Normandie. La jolie Normandie. La pluvieuse Normandie, enfin quoique Paris. Laitières. Ah ouais. Et vous vivez où du coup ? Vous êtes dans le quartier ? Je vis à la grâce de Dieu depuis 33 ans. Waouh. Et je suis très contente d'y vivre. Et je ne veux absolument pas en partir. C'est vrai ? Pourquoi ? Parce que c'est un quartier très, très actif. Et comme disait l'habitante, elle a résumé un petit peu vraiment le quartier. C'est ça, un vrai quartier. Il y a de tout. Il y a de tout, ça veut dire que vous, par exemple, quand vous arrivez dans ce quartier... vous prenez votre appartement HLM, du coup c'est 5 stars, c'est l'hôtel 5 étoiles, voilà, c'est magnifique. Tout à fait, Vous vous dites c'est génial. Oui. Moi j'ai un village à hauteur de mon escalier, les portes sont toujours ouvertes, Voilà. les voisins, du coup les enfants sont là-haut, les leurs descendent, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Et c'est ça qui fait que vous restez ? Oui, c'est une entente. On a beaucoup d'activités, on a énormément d'associations, on fait énormément de choses pour les habitants. Dont on vous faites quoi par exemple ? Alors moi, comment vous dire que mes semaines elles font 85 heures ? Mais c'est comme hier par exemple, vraiment, on en a fait. Je ne peux pas traverser le quartier sans être arrêtée au moins 50 fois. C'est vrai en plus. Alors, on m'appelle la star là-bas. Mais vous savez quoi ? Je le sais, ça se voit. Non, mais ce qu'il y a par exemple hier, on a fait une grande après-midi qui s'appelle Bol d'air, qui a été créée juste après le Covid. Et on a dit, on va prendre un bon bol d'air après. Donc, avec pas mal d'associations qui sont spécialisées dans plein de choses. Et hier après-midi, on a fait sur la place Louise de Marillac, à côté d'un centre social culturel CAF, qui fait beaucoup de choses pour tous les habitants du quartier. Et on a passé une après-midi super. On a eu entre 1400 et 1500 personnes. C'était formidable. Mais ça veut dire que vous êtes juste restés dehors ? Oui. On était dehors. Oui, c'est ça. Vous vous êtes retrouvés. Voilà. En fait, c'est la fête des voisins un peu plus tard. C'est la fête des voisins. Tous les habitants se rencontrent, se disent bonjour, se respectent. Et qu'est-ce que ça veut dire, du coup, réfléchir au quartier de demain, sur ce quartier de la grâce de Dieu si bien nommé ? Alors, est-ce que le risque, et c'est peut-être pour ça que vous vous êtes engagée, c'est quoi votre prénom ? Martine. Martine. C'est qu'il faut garder ça ? Voilà, tout à fait. Et là, la rénovation de l'immeuble qu'on veut faire à Paul-Langevin, c'est un petit peu prévu pour que ça soit pour une moitié pour les seniors et une moitié pour les étudiants. Il n'y a pas beaucoup de logements pour les seniors, il n'y a pas beaucoup de logements pour les étudiants, pour qu'ils puissent loger. Et que les seniors et les étudiants qui sont jeunes se voient, se parlent... C'est de faire un bel environnement, de faire un bel environnement pour justement pour créer, garder l'esprit. Pour garder l'esprit de la grâce de Dieu, la sociabilité, la gentillesse. C'est difficile de garder ça.
Ben oui, parce que oui, avec les médias et tout, justement, il y a eu beaucoup de choses qu'on t'ait parlé de la politique, de tout, voilà. Parce que quoi, les habitants de la grâce de Dieu, ils sont aussi stigmatisés. Et vous occupez un espace médiatique et politique inversement proportionnel à la réalité. À la réalité du quartier. Il faudrait que les politiques viennent dans des quartiers comme ça pour se rendre compte qu'en fait. Ils viennent. Hein. Oui, on a eu Rachel Dati qui est venue nous voir au mois d'avril. Ils viennent. Hein. Oui. Qui est venue nous voir. Oui. Donc voilà, c'est formidable d'assister, de faire des jurys citoyens, de faire revivre un immeuble qui était prévu pour être abattu, comme il y en a eu pas mal. Mais on veut le garder et puis on faire un bel environnement pour faire voir qu'un quartier, c'est magnifique. Un quartier, c'est magnifique. Et ce que j'entends, Martine, dans ce que vous dites, je vous repique le micro, c'est que, en fait, c'est aussi un patrimoine, un patrimoine immatériel, et que ça, il faut aussi savoir le garder. Vous, qui êtes-vous ? Philippe, paysagiste. Waouh! Alors vous êtes du côté des urbanistes ou des architectes? Ou c'est encore à part? Non, on est dans le côté des paysagistes. Alors, d'accord. Qui n'est pas... J'adore. Non, mais en fait, moi, je suis nulle part. Nous, on est... Donc, vous, c'est pas Le Corbusier. Vous n'êtes pas là encore dans la pièce. Ce sera pour la saison 2. Mais on n'est pas non plus dans le nôtre, ni dans le Barry et Deschamps, ni dans le jeu. Voilà, mais on travaille donc sur Manos, sur une plaine, une plaine sportive, et où la question qu'on nous pose, c'est comment on relie à la fois la Durance à la ville, et comment on recoue un quartier qui s'est construit pour étouffer une rivière. Et comment on redonne une place aux vivants avec une ripiscile, avec une promenade, avec une ombre, avec des liens qui participent au fait qu'on relie les quartiers et qu'on fait vivre les gens ensemble. Donc vous, en fait, c'est pas le bâti. Le bâti nous intéresse. Dans notre équipe, il y a un architecte, Régis Roudil, mais la question du bâti, c'est plutôt la question de l'armature et de l'architecture de déambulation. C'est la question de la promenade, c'est la question des équipements, c'est la question du mobilier, c'est la question de l'ombre, c'est la question de l'eau. Mais moi, je n'oppose absolument pas le métier de l'architecte, d'urbaniste et du paysagiste. Au contraire, on travaille ensemble et c'est une grande révolution qui a eu lieu depuis 10, 15 ans, vers 20 ans. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que la pièce, elle a 15 ans de retard ? Disons que avec le temps, l'architecture et le besoin de logement, le besoin d'équipement et le besoin de sociabilité a fait que les équipements ont pris la place sur la nature. Et aujourd'hui, on a besoin de raisonner en soustraction pour redonner une place aux vivants, pour qu'ils puissent s'étendre, pour que l'eau puisse parfois inonder, sans bloquer forcément des choses, et qu'en limitant le risque, on recrée effectivement un paysage qu'on partage. On est aussi donc face à des quartiers qui, pour beaucoup, ont été extrêmement minéralisés. Il y a beaucoup de dalles. Alors parce qu'à l'époque, on se disait la dalle, c'est la vie, c'est des endroits où on pouvait jouer sous l'œil des parents qui étaient en général au 8e étage ou 12e. Mais ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'il est nécessaire en fait de repenser la ville à l'aune de la question de la crise climatique. Mais qu'est-ce que ça dit? Parce que j'aimerais bien faire résonner ce que vous dites avec ce que vient de nous dire Martine sur le patrimoine. Est-ce qu'il faut accepter du coup peut-être qu'on fasse sauter des espaces, on fasse sauter des dalles, on fasse sauter des souvenirs? Là, Dieu merci, on n'a pas besoin de faire ça pour retrouver de l'épaisseur. Par contre, on va redistribuer des équipements, on va sans doute les déplacer. On va devoir intégrer effectivement des projets qui sont déjà partis et redimensionner des choses. Et ce qu'on nous demande d'ailleurs, c'est pas qu'on les élus aient le choix, mais qu'ils puissent effectivement à la fois avoir énormément de choses et résoudre les besoins aux besoins des gens, hein, et que les lundis matins, ils comptent pas les morts dans le sens qu'est-ce qui a été détruit, qu'est-ce qui a été cassé, voilà. Donc c'est à la fois un projet de désenclavement, de pousser les limites, de supprimer les limites, mais de donner effectivement une place à des continuités qui sont les plus importantes pour la ville de demain, c'est de savoir comment on fait une ville résiliente, comment une ville où on a moins chaud l'été, et où effectivement les activités qui viennent ensemble permettent de créer des sites finalement où plus il y a de monde, plus on est en sécurité, et qu'il n'y a pas des isolats, mais effectivement des continuités. C'est quoi des isolats ? Des isolats, c'est des choses qui fonctionnent uniquement seules et qui ont été faites pour que ça fonctionne seul.
La solution, c'est pas de protéger les stades, mais d'ouvrir les stades. La solution, c'est pas forcément de créer des city parks, mais plutôt de créer des choses où on peut avoir des continuités entre le nord et le sud. D'accord. Alors, si vous dites à des gamins, on va pas vous faire de city stade, vous allez pas vous faire. J'arrive, madame. Bougez pas. C'est Marseille. Ah mais non, mais fallait me le dire dès le début. Non, mais je suis à moitié marseillaise. Fallait me dire ça dès le début. J'aurais commencé. J'arrive. Et bonjour. Vous êtes d'où à Marseille? Ah, la Rose, mais parfait. Alors. Je vais vous présenter Guy qui va parler pour moi. Pourquoi? Ah non, bah non, vous rigolez ou quoi? Non, c'est vous qui m'avez interpellé de là-bas, c'est pas Guy qui va parler. Guy, il parle après. D'abord sujet, vous. en fait, il connaît Mais non, mais vous. Donc, voilà, votre quartier, c'est lequel? Nous, c'est la Morelle. Et alors, il va y avoir quoi dans votre quartier? Non, pas Guy. Guy, c'est après. Guy, c'est après. Le petit séminaire. Et vous y vivez, dans ce quartier? Oui. Et alors, qu'est-ce qui va se passer sur ce quartier, vous, en tant que jury? Il va se passer beaucoup de choses qu'on va voir au fur et à mesure. D'accord. Mais et vous attendez quoi, par exemple? C'est quoi votre rêve le plus fou? Changement de paysage, carrément. C'est vrai? Parce que c'est quoi votre paysage en l'état, là? Jusqu'à présent, c'était... Des pierres cassées, me dit madame. Voilà, tout à fait. C'est vrai? Tout à fait, oui. Ils ont tout démoli? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont démoli? Des immeubles. C'est vrai? Donc il y a des tours qui sont tombées, c'est ça? Oui. Il y a carrément un quartier qui est tombé. Ouais. Et qu'est-ce que ça vous a fait? Ça nous a fait beaucoup de peine. Attendez, passez à votre collègue. Ça nous a fait beaucoup de peine parce que franchement, ils étaient bien et il n'y a pas assez de logements. Et voir tous ces appartements partir en poussière, ça fait beaucoup de peine. Ça fait beaucoup de peine. Vous y vivez aussi? Non, moi je suis de Caliste. Et justement, il y a 2 bâtiments qui sont tombés et il y a le 3e qui va tomber. Il y a le 3e qui va tomber sur votre quartier? Oui. Et vous, il en reste quand même ou pas sur le quartier? Ils vont garder qu'un seul. Le vôtre ou pas? Non, le mien. Ouais. Quoi, le mien? C'est pas le mien. Il n'y a que celui-là qui va rester parce que... C'est marrant ce que vous dites, pardon, je vous interromps. Le mien, mais c'est pas le mien. Ben oui. Pourquoi c'est pas le vôtre? Parce que vous n'êtes pas propriétaire, c'est ça? Voilà, c'est bah ouais, ça. mais c'est quand même le vôtre. Oui. Est-ce qu'il faudrait être propriétaire, c'est-à-dire être locataire de son banquier pour que ça vous appartienne? Ben oui. Ouais. Eh ben oui. Pourtant, vous avez un attachement à ce quartier, j'imagine. Oui, j'ai un attachement et je ne veux pas partir. Ouais. Si on vous proposait de partir, vous partiriez pas? S'ils vont le refaire, qu'ils vont le remettre bien, je reste. Parce que ça fait quand même depuis 2009 que je suis là-bas. Et alors, Gilles. Guy, pardon. Guy, attends l'honneur. Elle m'a soufflé un mauvais prénom, pardon, je suis désolée. Vous vivez où? Moi, je vis dans ce quartier. Donc, c'est le quartier du Petit Séminaire. La particularité de ce quartier, c'est que ça a été le premier quartier en France à bénéficier d'une rénovation dans fin des années 70, début des années 80. Et justement, c'est là qu'il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que ça fait l'objet d'un travail en profondeur par un organisme qui s'appelle le CERIS et qui a amené les habitants à travailler sur la rénovation de leur quartier. Déjà dans les années 70? Dans la fin des années 70, D'accord. début des années 80. D'accord. C'est le premier programme de rénovation en France. Donc ce quartier a été rénové avec la participation intense des habitants. C'est l'exemple type de ce qu'il faut faire, mais on a détruit ce quartier. Donc on a voulu détruire ce qui s'est passé en matière de renouvellement urbain, enfin pas de renouvellement urbain. En gros, ce que vous dites, c'est qu'il y a eu, à l'époque, un travail collectif qui a été fait avec les habitants. Et malgré ce travail, je ne sais pas ce qu'ils ont demandé les habitants, ce quartier a été détruit. Et ce que vous me dites, c'est que cette mémoire de cette co-construction, on l'a aussi détruite. C'est ça que vous dites? On l'a aussi détruite. En fait, il a une particularité, ce quartier, notamment sur Marseille, c'est que toutes les communautés
étaient liées les unes aux autres. Il n'y a jamais eu de problème au niveau des bagarres entre communautés, etc. Il y avait vraiment une fraternité et une solidarité très importante. Malheureusement, après l'abandon par les pouvoirs publics de ce quartier, pendant plus de 40 ans, c'est un quartier qui est parti complètement à la dérive. C'est un quartier qui a été un haut lieu du trafic de drogue à Marseille. C'est un quartier qui a complètement... Ce quartier, pourtant, détruit en partie, c'est ça que vous dites, ou est rénové? Non, il avait été rénové et après il a été complètement laissé à l'abandon. Oui, d'accord. Voilà. Alors il faut savoir qu'à l'origine, c'est un quartier qui a été construit, c'était une cité d'urgence qu'on appelait, c'était à la fin de la guerre d'Algérie. Parce qu'il fallait loger les rapatriés. Voilà, il fallait reloger les rapatriés. C'était une cité qui avait vocation à ne demeurer que 15 ans, donc c'était une cité d'urgence. Les cités de transit et les cités d'urgence qui ont duré 40 ans, 45 ans. 70 elle en a duré, donc voilà. Passe-Muraille, ouais, exactement. Et un beau jour, le bailleur social est arrivé, il a annoncé donc à la population qui était encore sur le site, vous allez vous casser parce qu'on va tout détruire. Allez vous casser, on va tout détruire. Alors, vous imaginez un petit peu la violence avec laquelle on a annoncé ça aux habitants. Moi, j'ai considéré cette affaire en temps, c'était dans les années 2010, à peu près 2012. Moi, j'ai appelé ça peut-être ce qui a été un déshonneur national dans le cadre de la rénovation. Pour revenir sur la pièce, il y a eu un oubli qui était fondamental, c'était celui du politique. Le maire? Alors oui, c'est l'urbaniste qui en parle un peu, oui, tout à fait. Le politique à proprement parler. Bien parce sûr. que nous sommes confrontés aujourd'hui à Marseille à des projets de renouvellement urbain, parce que on ne parle plus de rénovation, on parle de renouvellement urbain. Donc, et là, on est confrontés à des situations qui sont... et je ne vais pas dire pagnolesque parce que ce serait déshonorer le nom de Pagnol. C'est vrai. Mais le politique, a beaucoup Ce que vous voulez dire, Guy, c'est en quelques mots, c'est quoi le problème qui se passe avec le politique? C'est que, à l'image de ce qui s'est passé dans les années 70, l'écoute, elle n'est pas réelle. Vous vous sentez quoi, instrumentalisé? Complètement ignoré. On sert de caution morale quand il faut le faire. Là, par exemple, j'ai trouvé que l'habitante a beaucoup trop parlé par rapport à la situation que nous vivons. Ah. Donc, oui, mais parce qu'elle parlait à une sociologue. Non, mais qu'elle parlait. Oui, peut-être. Mais, c'est ça. Mais en fait, bon, après, Non, mais ce que j'entends, c'est que finalement, et c'est peut-être ça qui est intéressant dans ce que vous êtes en train de faire comme processus, c'est qu'il y a quelque chose peut-être de nouveau qui est en train de s'opérer. Comment vous voyez les choses? C'est-à-dire qu'il y a une très grosse attente aujourd'hui. C'est vrai qu'on a cette chance. Nous, c'est une coulée verte qui est prévue, parce qu'on a un espace vert qui est assez dense à ce niveau-là, qui est magnifique. C'est plus de 3 hectares. Ça peut être entre 3 et 6 hectares dans une zone qui a été archi-urbanisée. Donc, on n'a que du béton. Et là, on va enfin pouvoir respirer, avoir une espèce de petit poumon vert dans le quartier. Mais une très forte attente des habitants qui restent encore dans ce quartier parce qu'on y est attaché au quartier. Moi, ce quartier, j'y suis né, j'y ai grandi. Et vous y vivez? Et j'y vivais toujours. Wow. Et j'y vis toujours. Il n'y a personne qui m'en fera partir. S'il faut s'armer de Kalachnikov, on le fera. Non, dites pas ça à Marseille. On est là, on est encore dans les clichés. Bien entendu. Mais j'entends ce que vous dites. Alors, gardez juste le micro. Mais ce que nous dit Guy, là, et je vais faire un espèce de sondage à main levée sur cette idée que le politique, au sens large, en fait, aurait peut-être balayé cette parole-là. On est convoqué dans des consultations au moment, en fait, où le projet est déjà ficelé, où l'Agence nationale de rénovation urbaine a déjà décidé que comme il fallait détruire, on va détruire ce pignon. Chez qui ça résonne? Ah ouais. Vous êtes quelques-uns, quand même. Ce qui dit quelque chose peut-être de la nécessité. Je vous reprends le micro, Guy, mais je vais revenir. Ah, vous avez un truc à ajouter, bien sûr. Vous aussi, vous habitez le quartier? Oui, moi j'habite derrière. Du coup, j'ai voulu mettre une parenthèse en disant qu'ils ont cassé. En fait, ils ont laissé les habitants. Ils encaissaient les loyers. Ils ne refaisaient plus rien. Du coup, un jour, il y a eu un décès. Par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait partir les habitants. Ils ont cassé. Un décès de quoi? Je ne comprends pas. D'un squatteur, d'accord. Qui est décédé. D'accord. Ouais. Parce qu'il y avait des Nigériens qui sont venus s'installer. D'accord. Du coup, c'était le souk. Et quand il y a eu ce décès, du coup, ils ont décidé de casser. Comment ils n'auraient pas cassé? Alors,
Qui est-ce qui a envie de tirer ce fil, peut-être, sur la nécessité peut-être d'entendre encore plus les habitants, de ne pas juste être convoqués. Hop, ah bah voyez, j'arrive. C'est... Bonsoir. Bonsoir, Le Mans. Le Mans. Oui. Enchanté. C'est quoi votre prénom? Émile. Comment ça va, Émile? Vous vivez au Mans, donc, dans un quartier qui va être, qui fait partie des quartiers de demain? Je suis depuis 6 ans au Sablon. Ouais. Et donc avec un quartier prioritaire de la ville avec, on va dire, j'aime pas trop le mot, mais 90 ethnies, 12 000 habitants à peu près. Donc il y a une rénovation sur un immeuble. Et vous parliez des élus, le politique. Moi, j'ai pas levé le bras parce que pour moi, il faut enlever dans le politique le maire de la ville qui fait avec les moyens qu'on lui donne. Ouais. Alors, le désenclavement du quartier prioritaire a commencé il y a une dizaine d'années avec une ligne de tram qui traverse le quartier. Et là, les architectes pour la grande rénovation de l'immeuble Lapide, je trouve que nous, on les a mis dans le jus tout de suite. C'est-à-dire que la première fois qu'ils sont venus, on les a fait venir un jour de marché au Sablon pour qu'ils voient toute cette mouvance d'un marché avec les odeurs, les machins. Enfin, vous imaginez le truc, quoi. Et mais c'est bien pour vous qu'ils soient venus ce jour-là ou c'est pas bien? Si, au contraire. Ah oui, parce qu'ils ont vu la vie, du coup, ouais, c'est ça que et j'entends. quand ils viennent, moi, c'est ce que j'entends, les collègues, je sais pas, mais quand ils viennent, j'ai l'impression qu'ils connaissent le quartier. Il y a le marché, il ne faut pas qu'on le bouge, il y a ça. Ils ont une autre... Ce que vous dites, pour rebondir sur ce que nous disait Martine tout à l'heure, c'est que finalement, c'est une part de patrimoine, c'est une part de notre identité, et que finalement, qu'ils soient venus à ce moment-là, qu'ils aient vu ça, donc l'idée, pour eux, c'est de conserver. Ils ont vu le quartier en mouvement. En mouvement. Voilà, c'est ça le truc. Mais ça, c'est central. Quand vous nous dites le maire, il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'on lui donne, ça, c'est quelque chose que vous avez perçu? Bien sûr, perçu. Jusqu'à maintenant, on voit bien dans les dotations de l'État et tout, on sabre les budgets. Ils ont bien du mal à boucler un budget parce qu'il y a des DGE ou des DGF, dotations. Des dotations globales de financement. De financement ou d'équipements qui sont un peu ratiboisés, quoi. Ouais. Et donc, on peut pas... Vous savez, on dit chez nous que la mariée ne peut donner que ce qu'elle a, quoi. Cette phrase est magnifique. Est-ce qu'il y a des architectes qui travaillent justement sur le quartier de Sablon, enfin des Sablons, on dit, des Sablons? Il y en a qui sont présents ou pas? Ou alors ils sont timides et ils veulent pas que je... Il y a quelqu'un qui a levé la main. Bonjour. Vous travaillez sur ce quartier? Donc vous avez vu ce marché dont on vient de parler? Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça fait d'arriver sur un quartier, justement? Est-ce que vous le connaissiez? Avant d'y être allé, non. Et comment ça se passe quand on arrive et qu'on se dit, bon, ok, là, je suis partie pour des mois, peut-être des années de travail. C'est ici, il y a des gens. Comment on arrive? Comment ça se passe? C'est surtout l'écart entre les représentations avant d'y aller, que l'on a de ce quartier, et les représentations que l'on s'en fait une fois sur place, que tout se joue. C'est-à-dire qu'on a l'impression, effectivement, qu'il y a nécessité de démolition, nécessité de requalifier certains aspects, et finalement, les points de rupture sont facilement identifiables et peuvent être requalifiés sans pour autant démolir, à partir de ces mouvements-là. Vous, quand vous arrivez, par exemple, sur le marché, est-ce que vous vous attendez à ça? Quand messieurs nous disent c'est une ville en mouvement, c'est un quartier en mouvement, est-ce que ça a percuté aussi les représentations que vous aviez? Oui et non, c'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'on travaille sur des quartiers prioritaires. Voilà, donc on sait plus ou moins, après sans vouloir généraliser, comment ça fonctionne, mais il est vrai que lorsqu'on y est, en réalité, on s'en rend compte exponentiellement. Ouais. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, sur ce quartier en particulier? Vous vivez loin, du coup, j'imagine? Enfin, vous êtes dans la région? On habite à Paris. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a marqué sur ce quartier en arrivant?
en effet des moments de grands mouvements, avec de grandes dynamiques, et d'autres moments aussi qui sont beaucoup moins dynamiques, mais où il est possible et où les associations, les habitants sont très présents pour raviver le quartier. Donc c'est vraiment ce levier-là qui pourrait être réactivé pour que ce mouvement soit pas nécessairement constant, mais plus palpable. Ouais. C'est pas évident quand même comme exercice finalement. Tout à fait. Ça vous déplace tout le temps ? Oui, bien sûr. Alors, il y a nécessité de décentrer son regard tout le temps, effectivement. Et le fait de travailler là aujourd'hui dans ce programme, en étant dans cette forme de co-construction, et là du coup on apprend à faire un peu connaissance, qu'est-ce que ça vous fait ? Parce que la méthode, elle est particulière aussi. Ça nous interroge toujours sur ce que l'architecture est en capacité ou pas de déplacer, de réfléchir, de se positionner par rapport au social. Ça, c'est la question. Ah, mais ça, c'est la question, évidemment. Voilà. On s'attaque au bâti, mais dans quelle mesure le bâti peut avoir une incidence sur la question sociale, ça, c'est fou. Ouais. Je pense qu'on peut reprendre des rapports des années 50, même avant, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par exemple ? Et j'arrive à vous, madame, je ne vous ai pas oublié. Vous êtes à Pessac ? Vous êtes architecte à Pessac ou vous êtes habitant de Pessac ? Alors, je ne suis pas habitant de Pessac. Je suis dans une équipe concepteur de Pessac. Vous êtes urbaniste, paysagiste ou architecte ? J'essaie de découvrir le panel de tous les métiers. Alors, nous, on est plutôt sur le volet programmation-montage. Waouh, encore un truc. Ouais. C'est quoi ça ? Ça veut dire que vous pilotez tous les paysagistes, tous les architectes et vous êtes le logisticien de l'affaire ? On pourrait imaginer, mais en fait, nous, on est vraiment au service du projet. Et on non, mais ça veut rien dire, ces phrases. Non. Ah, je suis désolée. Alors, je suis au service du projet, pas entre nous, on est en famille. Ça me rappelle l'écologie de la relation. Alors, ça veut dire que, par exemple, votre métier à vous, c'est quoi ? Si vous pouvez me le décrire, c'est quoi ? C'est trop difficile, en fait. Non, nous, on travaille sur le montage économique, du projet. Et on va je vous imaginais faire des échafaudages, donc c'est pour ça que j'y croyais pas. D'accord. Non, pas du tout. Non. Et donc, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est en travaillant avec les concepteurs, on va réfléchir sans arrêt et faire des allers-retours sur l'équilibre économique. Donc, regardez à chaque fois comment, en se plaçant à la place finalement de ceux qui vont vivre dedans, qui vont payer des loyers, et de se mettre aussi à la place du propriétaire, puisque nous, on a un propriétaire qui s'appelle Domo France, donc un bailleur social, et on va confronter l'équilibre économique de la programmation qui va être mise en place et dessinée par les architectes. Je comprends que Domo France, je prends ce bailleur-là parce que c'est celui-là dont vous parlez. Lui, il est avec son quartier d'habitat social, avec du très social, du moyen social, et là, il se dit « Ok, mais en fait, avec mes publics, il faut que j'équilibre parce que les loyers, ça doit payer la rénovation, il y a peut-être des commerces. Est-ce qu'on peut faire venir peut-être un peu d'accession sociale à la propriété pour faire en sorte que le quartier, en fait, vive tout seul ?» C'est ce que je comprends, c'est ça ? Vraiment, je fais du gros traits. Après, nous, on marche un peu sur des œufs parce qu'effectivement, on part d'un héritage. Il y a ce dialogue avec les habitants qui sont attachés à ce territoire, qui ont des envies, qui veulent voir effectivement ce renouveau du quartier. Il y a ces enjeux, et c'était tout l'objet de la pièce, avec effectivement ce que souhaite la métropole, puisque nous, on a à la fois Domo France, on a la ville de Pessac, on a la métropole, on a quand même pas mal de choses. Vous devez même pas bien dormir la nuit, vous ? Ah non, c'est au contraire, c'est passionnant. Enfin, c'est passionnant, mais vous devez vous faire des nœuds au cerveau quand même, non ? Oui, mais on est habitué, c'est notre métier de monteur. Voilà, monteur, voilà, c'est là. Vous montez pas des échafaudages ? Non. Mais alors, vous montez des dynamiques politiques pas simples. Et des bilans économiques. Donc on s'amuse beaucoup. Bon, je vous ai embêté. Pardon pour la torture. Et vous, par exemple, vous êtes monteur aussi ? Architecte. Ouais. Et vous travaillez dans quel quartier ? Sur les Sablons. Ah voilà. Vive les Sablons. Vive les Sablons. Voyez, vive les Sablons. Voilà, vive les Sablons. Et vous connaissiez les Sablons avant d'y arriver ? Pas du tout. Qu'est-ce qui vous a marqué au Sablons ? C'est un très beau quartier qui est au bord d'une rivière qui s'appelle l'Huine, avec beaucoup d'espaces verts,
une végétation très belle. Et qu'est-ce que vous voudriez pouvoir garder de ce que vous avez entendu des habitants? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Nous, ce qu'on veut garder, c'est travailler avec il y a beaucoup de dynamiques positives et on veut les amplifier pour justement que le quartier aille dans une dynamique de plus en plus positive. Ouais. À l'inverse des dynamiques de démolition qui se poursuivent. Mais je croyais que le président de la République, il avait dit que c'était fini. Non, la démolition se poursuit dans toute la France, partout. Aïe. Bon, vous voyez, je crois que j'ai pas bien compris tout ce qui a été dit. Madame, vous leviez la main tout à l'heure, vous êtes là avec vos lunettes. Bonjour. Hop, est-ce que vous me laissez passer? Hop, 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 bougez pas. Bonsoir. Bonsoir. Qui êtes-vous, madame? Comment vous vous appelez? Je suis Sophie, j'habite à l'Odève. Donc, je fais partie du jury citoyen qui travaille ensemble sur ce projet, le projet pas seulement urbain, parce que c'est une ville de 6500 habitants. Donc, on est dans des problématiques qui sont assez éloignées de celles dont on a parlé un petit peu jusqu'à maintenant. Voilà, donc je suis à l'Odève et avec tous ensemble dans un collectif très, très, très soudé en fait. Et j'ai levé la main parce qu'il y avait une question que j'avais envie de poser à l'ensemble des gens qui sont là, notamment les jurys citoyens. Savoir s'ils se reconnaissaient lorsqu'on leur dit qu'ils participent, qu'ils sont des participants et que par conséquent, d'une certaine façon, ils agissent dans une démocratie participative. Le mot est lâché. Et moi, j'ai réagi plusieurs fois, y compris pendant la pièce. D'abord parce qu'à l'origine, je suis géographe urbaine. Ça, c'est forcément, Christine Jaillet me parlait un peu. Mais c'est pas par rapport à ce qu'ils ont dit, c'est plutôt ensuite toutes les réactions de tous ces habitants et puis l'habitante aussi qu'on avait avec un caractère qui était très marqué. Les caractères des trois personnages étaient très choisis. Et je me suis demandé si les uns et les autres avaient l'impression qu'ils se reconnaissaient dans ce mot. Je participe. Est-ce que je fais partie d'une... Peut-être que pour celles et ceux pour qui cette notion est peut-être pas claire, comment vous donneriez une définition? Comment est-ce que vous voyez ce que ça veut dire « je participe » pour vous? Alors, moi, clairement, je ne me reconnais pas dans le mot. D'accord. Ni dans n'importe quel engagement politique, parce qu'il s'agit de ça. On est en train de parler de politique, de police. Et je ne participe pas. Vous faites quoi alors? J'agis. J'agis. Et je fais de la politique. Ce que j'entends dans ce que vous dites et ce qui est central, et pardon, je reformule pour que ce soit vraiment très clair pour tous les gens de cette salle, c'est-à-dire que le fait que vous soyez relégué, et je prends ce mot vraiment au titre de participant, fait que vous n'êtes pas à la bonne place selon vous, et on vous assigne à une place qui fait que quoi qu'il arrive, la décision ne sera pas la vôtre. C'est ce que j'entends dans ce que vous dites. Est-ce que j'ai raison? Oui, vous avez posé exactement la problématique, à savoir si nous avons du pouvoir. Et évidemment, le vocabulaire utilisé dans les projets nous assigne notre pouvoir. Lorsqu'on dit que nous participons, voilà, on nous donne les limites de notre pouvoir en tant qu'habitants, en tant que jury citoyen, conseil citoyen, etc. Alors moi, c'était juste là pour... j'avais envie que les gens réagissent. Mais on va poser la question, gardez le micro, mais on va poser justement la question de manière très claire. Mais ce que j'entends, c'est que finalement, avec cette place qui nous est donnée, y compris dans ce dispositif,
on est quand même dans l'idée qu'on labellise une décision et qu'on vient légitimer quelque chose qui est décidé par d'autres en disant mais regardez, on a concerté. Ce qui fait que là, et du coup je vais vous poser la question à tous et vous pouvez lever la main, on serait dans la même logique que ce qui s'est passé jusqu'ici en termes de rénovation urbaine, de réhabilitation, où on vient, on vous dit voilà le projet, on fait des réunions de conseils citoyens et à la fin ça se passe comme ça doit se passer. Qui est d'accord avec... Rappelez-moi votre prénom. Sophie. Sophie, pardon. Qui est d'accord avec ce que vient de dire Sophie ? Ou en désaccord, s'il vous plaît. Alors d'abord en accord. Ah ouais, c'est... D'accord. Ok. Et en désaccord ? Ah, c'est intéressant. Sophie, je vous repique le micro. Monsieur de l'ODEV, d'ailleurs, vous êtes voisin et vous êtes mi-figue, mi-raisin, vous. Oui, c'est ça. Ça marche, là ? Ouais, ça marche, on vous entend. Non, je sais pas ce que je suis, d'ailleurs. Non, moi, je suis l'Odévois, d'abord. Architecte de formation, je continue un petit peu, là. Et après, jury citoyen. Dis donc, le jury citoyen, géographe, architecte, vous êtes sacrément capé, hein ? Notre ville nous intéresse. Ah ouais, dis donc, c'est incroyable. On a un cardiologue aussi. Ah ouais, vous êtes... Ouf, waouh. Ça, c'est hyper... Il faut toujours avoir un cardiologue dans sa poche. Ce soir, c'est le moment. S'il doit vous arriver un truc... Ça nous donne de l'espoir. Non, si vous voulez, moi, j'ai trouvé le spectacle que nous avons montré, c'est parfait. C'est parfait. C'est vraiment... On a vraiment l'impression d'être dans cette situation. Après, je voudrais dire pour les architectes, il ne faut pas oublier que Pouillon a écrit ça, qui a déjà reconstruit le port de Marseille. Pouillon pour tout le monde. Pouillon, c'est les qui architectes. C'est l'architecte qui a reconstruit le port de Marseille. Oui, mais alors, oui, c'est parce il a écrit un bouquet, il a dit comme ça. Il n'y a que les Marseillais qui sont au courant. Eh bien, les architectes sont les paillassos sur lesquels on s'essuie les pieds. C'est-à-dire, quand tout va bien, on n'en parle pas. Et quand tout va mal, si c'est pas leur faute, on s'essuie sur les architectes. Bon, ça, c'est là. Je ferme le débat. Non, ce que je voulais dire là, au niveau de la concertation, c'est vrai que j'ai trouvé très plaisant depuis... j'étais très emballé, moi, depuis le début, depuis janvier-février, d'être en contact avec les Lodévois, de faire remonter les informations, d'écouter tout ça. Je trouve que à ce jour, on se retrouve un petit peu coincé, si vous voulez, où on a beaucoup de choses à dire. Les Lodévois, alors le projet de l'ODEV, c'est l'aménagement des berges de la rivière, rapprocher les berges entre eux, trouver un espace de spectacle, une salle de spectacle, et puis avoir peut-être un projet qui est très ambitieux dans le temps. Et je rejoins un peu ce que dit, ça n'a rien à voir peut-être avec ce que disait Madame le ministre, c'est que quand même, le côté économie, il faut le relier à ce genre de projet aussi. Et il y a le côté, le vivre ensemble, qui est de fait, la biodiversité, tout ça, pour moi, c'est à inclure. Mais la grosse difficulté, c'est qu'on retrouve des projets ambitieux et des idées apportées par les Lodévois, peut-être un peu confirmés, ou avec les jurys citoyens qui font remonter des informations, et on se retrouve heurté à quand même, c'est ce qu'on disait dans la pièce d'ailleurs, alors je fais attention à ce que je vais dire, parce dites pas on a un contrat quand même de confidentialité, et puis j'ai Madame le maire qui doit être présente ici. Est-ce que Madame le maire est là ? J'ai pas envie de me faire... Madame le maire, j'arrive. Je voudrais pas me faire tirer les oreilles samedi matin au marché de l'ODEV. Non, mais si vous voulez, on se retrouve heurté quand même à des projets municipaux qui datent peut-être de 7, 8, 10, 15 ans, et qui percute en fait la politique de la ville fait qu'une ville évolue. Elle évolue. Donc il faut savoir se remettre en question. Et on est là quand même comme partenaire pour que si le projet des Lodévois est accepté, et puis si c'est ça que les Lodévois font, c'est un bien quand même pour une municipalité, et pour peut-être, c'est l'avenir. On ne travaille pas pour demain matin, ni dans 2 ans, on travaille sur 20 ans pour nos enfants, nos petits-enfants. J'entends. Et qu'est-ce que sera l'Odéve plus tard ? Mais et c'est là que, Madame le maire, j'arrive. Non, mais elle va me gronder. Non, c'est moi qui vais la torturer. Parce que ce que vous dites est absolument central, parce que finalement, on est face à des villes qui évoluent, mais avec des projets urbains qui sont de facto, et je ne suis pas architecte ni paysagiste, encore moins monteur, aménageur, ou voilà, on est quand même face à des villes où vous lancez un projet et vous allez le voir naître 10, 15, 20 ans plus tard. Qui aurait prédit, pour reprendre des mots largement énoncés par le président de la République, la crise climatique ? Quand on a conçu peut-être des projets de bâtiments au début des années 2000, ou à la fin de la décennie 90, ou même en 2010,
qui voient aujourd'hui le jour, en fait, ils sont presque déjà obsolètes au vu des enjeux, notamment de décarbonation, au vu des enjeux en fait d'îlots de chaleur, etc. Madame le maire, je n'aimerais tellement pas être à votre place. C'est tellement dur votre métier. Comment allez-vous ? Bon, ça va pas mal. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire là, ce qu'on a entendu ? C'est vrai que, en fait, c'est pas évident. Une ville qui vit, rénover, repenser l'urbain. Aujourd'hui, dans les logiques aussi alors même si ça a été un peu étouffé là, ces derniers temps, le ZAN, là, le zéro artificialisation nette, qui est une politique qui implique qu'on ne peut pas artificialiser encore et encore. Bon, voilà, ok. On est dans des logiques écologiques où il y a aussi la rénovation énergétique des bâtiments, du coup une augmentation des normes, sans parler des fluides. Et j'imagine que la ville, elle a pas une zone commerciale qui permet d'avoir un jackpot. Vous n'avez pas la défense pour l'instant à l'ODEV, j'imagine, non ? Non, on attend. Hein, voilà, mais voilà. Arrivé, ouais. Donc, dans des conditions budgétaires contraintes. Mais du coup, c'est hyper intéressant ce qui a été dit. C'est dans ces contritions-là, comment on fait ? Et comment on fait en retenant justement la position des habitants qui ne sont pas juste des participants ? Non. Alors, quand j'écoutais les habitants, moi j'entends bien cette limite en fait que le jury citoyen peut ressentir. Je vois quand même une petite différence avec les autres concertations qu'on a pu mener sur l'ODEV. C'est que le jury citoyen, en fait, il est en lien direct avec les équipes de concepteurs. Ce qui, quand même, n'a pas été l'usage sur les autres concertations qu'on a pu mener au niveau de la ville. Parce que jusque-là, c'était quoi ? C'était la métropole qui pilotait ou c'était la ville ? Non, c'était au niveau de la ville. D'accord. Mais enfin, on avait les équipes de techniciens avec, un petit bureau qui nous aidait à faire cette concertation. Mais le lien direct avec les concepteurs, ça, c'est quand même une nouveauté de Quartier de demain pour moi et qui est vraiment chouette. Après, ça change pas que, dans une ville avec un budget qui est quand même assez limité, on rêve pas au point de ce qu'on voudrait rêver. Et tout ce que vous avez dit, nous on a réalisé un plan local d'urbanisme intercommunal sur la zone. Oui, on est sacrément limité par les services de l'État, on peut pas. Le préfet vous appelle en disant mais non. Non mais cette zone, non. Mais jamais pas dans le PLUI. Mais ce n'est pas non. une dent creuse. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est donc ? Une dent creuse, c'est les endroits que vous avez le droit d'urbaniser parce que c'est la dent au milieu qui n'a pas encore de pivot là. Voilà. C'est ça. Pardon. Et oui, notre plan pluriannuel d'investissement, il a été tout bouleversé par la crise énergétique. On avait prévu de faire d'autres choses et puis finalement, on s'est retrouvé à faire de la rénovation de bâtiments pour consommer moins. Mais après, la particularité de l'ODEV dans Quartier de demain, c'est que nous, on n'est pas en fait, c'est tout le cœur de ville de l'ODEV qui est concerné par le programme. Et donc, en fait, on se met à tous, le jury citoyen, mais autant que les élus, que tous les techniciens des collectivités qui travaillent dessus, on se met à rêver, à revoir entièrement notre projet urbain et non pas un objet, un immeuble, à revoir. Mais comment vous entendez, comment ça résonne ce que nous a dit Sophie sur le côté, finalement, on est dans la participation. Donc il y a une forme de continuum. Et quoi qu'il arrive, la décision, on n'est pas vraiment dans une forme de co-construction. Comment on répond à ça ? Oui, mais c'est là que je ne suis pas entièrement d'accord. Non, mais on a le droit, de ne pas être d'accord. Ah non, mais il n'y a pas de problème. D'accord. Nous, ici, on est là pour se dire les choses. On a le droit de ne pas être d'accord, mais on n'est pas sur CNews, on se respecte. Non, mais c'est là que... il y a une participation qui est plus forte que dans les autres concertations qu'on a pu vivre. Mais... Bien sûr, au bout du bout, le projet qui sera retenu et qui sera mis en œuvre par les équipes municipales, il sera en fonction d'un budget et il s'échelonnera dans le temps et la décision, à un moment de déclencher des travaux elle sera entre les mains d'une équipe municipale qui aura à gérer tout le reste de l'activité de la mairie. Ouais, donc on voit bien qu'effectivement, c'est complexe. C'est complexe dans le sens où effectivement, peut-être que ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'on peut peut-être pas tout co-construire complètement,
Ou pourquoi... Enfin... Elle me dit... Mais bon... Il y a les poubelles, il y a les écoles. Oui, c'est la gestion. Oui. Mais pardon, madame, pardon. Oui. Peut-être qu'il y a d'autres élus là. Monsieur, vous êtes élu à Colmar. Je vais venir vous voir parce que moi ça m'intéresse. Parce que quand on se dit, il s'en va, il fuit. Mais quand on se dit, on imagine autre chose. On crée en fait une nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle méthodologie. La preuve, on est là, on va faire connaissance. Il y a un apéro après, je vous rassure, on va boire un coup. Et du coup, ça va permettre de vraiment encore plus créer du lien. Moi, je vais faire office de brise-glace juste. Mais dans ce que vous dites, dans cette nouvelle méthode, il y a aussi cette idée de, OK, on accepte de partager un peu de pouvoir. Mais peut-être qu'on pourrait aller encore plus loin. Oui, c'est possible, d'envisager plein d'autres manières de faire. Mais après, je pense qu'on peut questionner aussi qu'est-ce que c'est ce pouvoir-là. Quand on gère des communes qui sont pour la moitié de sa population, l'ODEV pour la moitié de sa population, elle est classée quartier prioritaire politique de la ville. Donc on a près de 8000 habitants et il y en a 3500 qui sont dans le QPV. Donc ça veut dire qu'on est des villes avec des moyens très très faibles. Donc on partage un pouvoir qui est de la contrainte en fait, qui est limité, quoi. Et en fait, et c'est bien d'échanger sur tout ça ensemble et d'en avoir conscience tous ensemble pour faire avec ce qu'on a. Ce que j'entends, et ça c'est, je pense, central, c'est le côté, en fait, OK, on peut rêver, on peut se dire, on va se laisser imaginer grâce à l'IA et grâce à, je sais pas, à des projections 3D et à des logiciels que voilà ce qu'on va pouvoir faire, et l'ODEV, ce sera, je réfléchis à voix haute, hein. Il y aura cette grande rivière, on va pouvoir avoir, je sais pas, des péniches, je dis des bêtises. Mais là-dedans, la particularité, c'est qu'on est quand même face, il faut le dire, à des villes pauvres ou à des villes qui s'appauvrissent et qui sont dans des logiques de gestion de la contrainte, et que peut-être que ce partage de pouvoir, c'est déjà d'abord un partage d'informations, parce que il va peut-être falloir... arrêter de rêver, pardon, hein, c'est pas très sympa ce que je dis, mais en fait, on va pouvoir rêver, mais dans la contrainte. Monsieur, vous êtes le maire de Colmar ? Non, surtout pas. Surtout pas. Non, je suis adjoint au maire en charge de la politique de la ville. Vous avez pris le meilleur portefeuille après l'assainissement. Je vous promets. Et la sécurité. Non, mais je vous promets, la prochaine fois, je vais demander au maire s'il ne veut pas me donner le tourisme ou le jumelage. Mais franchement, exactement. Vous êtes jumelé avec qui à Colmar ? Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Hein. Donc, je vais demander le tourisme la prochaine fois. Exactement. Et le logement, oui, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce qu'on vient d'entendre ? Qu'est-ce que vous tirez comme fil ? En fait, j'aime bien la métaphore de la machine à laver tout à l'heure. En fait, on met... Juliette Méadel est partie, mais elle n'a pas encore appuyé sur stop. Mais... Ouais, alors c'est justement qui va appuyer sur le bouton, c'est la question, mais c'est une belle métaphore. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur ce projet, ce qui est intéressant et sympathique, c'est que, et ça a été dit, c'est que les citoyens sont associés très tôt au projet. Ça, c'est intéressant. Mais on a besoin aussi des architectes, des urbanismes, des paysagistes. Des paysagistes, on l'a dit, voilà, etc. On a besoin des monteurs, programmateurs. Et d'énormément de compétences, voilà, on met tout ça ensemble, et puis après, à la fin, il faut sortir un projet. Mais vous savez, à Colmar, c'est intéressant parce qu'on a, en fait, l'objectif, c'est on a un espace dans un QPV d'à peu près 5 hectares, et en fait, où il s'agit de faire vivre cet espace. Cet espace a un usage, il est déjà un peu occupé. C'est quoi, par quoi ? C'est quoi les usages ? Alors, il y a du football. Ah, City Stade. C'est ça ? Voilà, alors, vous voyez, vous venez déjà avec la solution. Ouais. C'est ça, c'est non, ça non, le truc. Moi, je me dis, vous me dites, il y a un usage de football, je pense City Stade, mais peut-être parce que j'ai des clichés aussi. Il y a un usage. C'est utilisé, mais on peut évidemment mieux faire. Alors le problème, c'est que quand on met tout le monde autour de la table, chacun a son idée sur ce qu'on peut en faire. D'accord ? Alors certains veulent des armes, il faut de l'eau, il faut pouvoir faire du vélo, il faut pouvoir se promener, il faut pouvoir faire du foot, il y a même du baseball, il y a des kermesses, etc. Comment on va faire pour satisfaire tout le monde ? C'est la question, c'est pour ça qu'on a 3 bureaux d'études top niveau. Je pense qu'ils vont nous sortir quelque chose d'intéressant. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit un lieu structurant pour la ville, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Vous voulez une nouvelle place de village, en fait ? Alors, c'est un peu ça l'idée. Ouais. C'est un peu ça l'idée. Et ça se construit avec tout le monde. Mais à un moment donné, quelqu'un doit décider.
par rapport aux contraintes qu'on a évoquées tout à l'heure. Le budget. Et c'est qui Alors, est-ce que c'est l'interco? Est-ce que c'est vous avec le maire? Ou est-ce que vous allez faire un vote avec tous les membres du jury citoyen quand Sophie nous dit en fait, l'important c'est de participer. Enfin, je veux bien qu'on soit dans les logiques de l'olympisme, mais peut-être que dans l'idée de retisser aussi un petit rapport à la démocratie, ce lien entre le politique et les habitants, enfin... Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Je vous taquine, je sais bien que vous faites ça. Mais il n'y a pas que le jury citoyen, il y a aussi, on l'a dit tout à l'heure, il faut demander l'avis du paysagiste, il faut demander l'avis de l'architecte, il faut demander l'avis de l'urbanisme, enfin, etc. Il y a plein de monde qui intervient là-dedans. Et à un moment donné, avec tout ça, il faut faire un projet. Et donc, il y a des arbitrages qui vont devoir être faits. Et je dis, à ce moment-là, c'est important de demander l'avis du citoyen, mais c'est au politique, à un moment donné, de prendre des décisions. Parce que c'est lui qui doit rendre des comptes demain face à la population, d'accord ? Et il y a des arbitrages budgétaires à faire. Donc ce qui est important, c'est la méthode, c'est important d'associer tout le monde, mais à un moment donné, il faut qu'on se mette d'accord. Et il y a la réalité, il y a la vraie vie qui s'impose à nous aussi, tous les jours. Vous savez, c'est drôle que vous utilisiez le terme de la vraie vie comme si finalement tout ça, c'était un peu une fausse. Non, vous savez, quand je dis tout le monde, alors on met tout le monde à la machine à laver, encore une fois, très bien, mais tout le monde est animé de bonnes intentions. C'est-à-dire que tout le monde veut bien faire. En fait, le but de tous ces acteurs, c'est d'essayer d'améliorer le cadre de vie des habitants et de faire en sorte que leur vie soit mieux. C'est l'objectif de chacun. Mais chacun a sa façon d'appréhender le sujet. Oui. Et c'est pour ça que c'est difficile, la politique de la ville, parce qu'en fait, il s'agit d'habitants, il s'agit de gens, il s'agit de personnes. Donc, on a travaillé sur l'ANRU pendant longtemps. L'Agence nationale de rénovation urbaine, le programme. On a rénové les quartiers, c'est bien, on a travaillé sur le dur, on a démoli des tours, on a conçu des petits collectifs, on a créé des espaces, etc. C'est bien, et on a mis beaucoup de moyens là-dessus. Mais la précarité, elle existe encore, le chômage existe encore, les bas salaires existent encore, tout ça, ça existe encore. Donc ce n'est pas suffisant. Donc il faut travailler sur les gens. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui. Il faut associer les citoyens pour qui participent à l'amélioration de leur cadre de vie. Mais l'objectif, c'est d'améliorer le cadre de vie des habitants. Et tous ces acteurs-là, chacun il rentre dans le sujet d'une certaine manière, avec sa formation, son histoire, etc., pour à la fin essayer de proposer des solutions qui soient intéressantes pour tout le monde. Et ça, c'est difficile. L'humain, c'est compliqué. Ah ça, l'humain. Vous dormez bien ? Est-ce que vous dormez bien, monsieur le premier adjoint? Non, adjoint numéro 13. Adjoint numéro 13. J'adore. Qui a envie de réagir sur ce qu'on vient d'entendre? Qui veut tirer un fil? Bonsoir, messieurs. Hop. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. D'où venez-vous? Caen. La grâce de Dieu. Ah, la grâce de Dieu. Vous êtes habitant de la grâce de Dieu? Alors, sur la partie administrative, en fait, la grâce de Dieu, il y a la partie administrative qui inclut une partie QPV et une partie pavillonnaire. D'accord. Sur la partie pavillonnaire. Donc, je mets juste à côté. Et en fait, je voulais réagir par rapport justement à la place du citoyen, enfin du jury citoyen dans le dispositif. Et ça faisait partie des premières questions que j'ai posées en fait quand on m'a sollicité pour rentrer dans le jury citoyen. C'est finalement quelle est la place du jury citoyen, parce qu'en fait, entre guillemets, j'ai pas le temps d'aller juste pour des concertations où tout est déjà décidé. Surtout qu'on est bénévole sur cette mission. Donc voilà, moi l'idée c'était vraiment de pouvoir entrer dans un projet où il y a un minimum de décision. Et j'entends que la décision, à un moment, elle va être prise par des décideurs, que ce soit les politiques, que ce soit le bailleur, que ce soit d'autres personnes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive au début du processus, en tout cas à un niveau suffisamment avancé pour justement, alors peut-être que le mot est pas bien choisi, mais influencer les concepteurs justement avec les idées des citoyens. Et c'est finalement ces concepteurs qui vont traduire la volonté des citoyens auprès de ces décideurs. Et à un moment, les décideurs ils vont devoir choisir entre 3 projets qui seront influencés par ces citoyens. Donc le choix sera en quelque sorte limité si les concepteurs ont déjà bien fait leur boulot. Et je pense que c'est là. Et moi, je trouve le processus, il est très bien. J'ai trouvé frustrant la dernière manufacture locale parce qu'on n'avait pas le temps
assez de temps pour s'exprimer, pour partager avec les concepteurs, justement. C'est peut-être là où il y a peut-être des choses à améliorer, pour laisser plus de temps de partager, d'échanger avec ces concepteurs, pour amener plus d'idées. Mais globalement, je trouve que le processus... Le processus, pour vous, il apporte quelque chose, et le fait d'être dès le début, ça permet quand même, parce que on va arrêter de se regarder en chien de faïence. Il faut arrêter cette logique. C'est ce que j'entends en creux dans ce que vous dites aussi. Évidemment que tout le monde veut le bien des habitants et que l'objectif n'est pas d'emmerder le monde. C'est aussi ce que j'entends. Tout à fait. Ouais. Donc non, je trouve que le processus très bien. On est sur un processus expérimental. Et voilà, il a ses défauts, il a ses qualités, et il faut qu'on avance dans ce sens. Très bien. Merci en tout cas. Bonsoir. Qui êtes-vous ? Donc, bonjour, je suis paysagiste et j'ai la chance de prendre la parole pour une agence internationale. C'est-à-dire que depuis le début, on entend beaucoup parler d'agences franco-françaises. C'est vrai que le problème des quartiers, c'est un problème ici dans un cadre franco-français. Ce qui est aussi intéressant, c'est d'aller aussi voir ailleurs comment les choses se sont passées. Et c'est un petit peu l'appel que voilà, les agences d'Allemagne, d'Italie, de Belgique, d'Espagne et d'Angleterre ont saisi pour participer. Et, parce que vous, par exemple, vous vous dites une agence internationale, elle est basée où ? Elle vient... Notre agence, c'est Topotech. On est basé à Berlin. Donc, on est allemand. Pour la petite histoire, Berlin, c'est quand même une ville qui porte l'histoire du grand ensemble en son sein, qui a été longtemps divisée et qui a aussi cristallisé en fait l'opposition entre deux modes de grands ensembles, entre deux modes de vie dans les quartiers. Et puis il y a un héritage aussi soviétique, qui a un héritage très intéressant, bien sûr, qui a longtemps été surnommé la ville pauvre mais sexy, c'est-à-dire que derrière l'idée du manque de moyens, il y a l'imagination et la richesse en fait, pas forcément qui vient des concepteurs mais des habitants qui eux-mêmes se saisissent de certains moyens pour animer leur ville. Donc ça, c'est un petit peu le bagage qu'on peut apporter. Et peut-être pour rebondir sur ce que monsieur disait juste avant, et en regardant de nouveau la scène, en fait, c'est assez récent finalement que l'habitant soit côte à côte avec le concepteur et la métropole ou l'État, ou en tout cas le pouvoir. C'est-à-dire que cette façon de faire le projet, elle est aussi très récente et elle demande beaucoup de temps. Elle questionne beaucoup cette notion-là et aussi la notion de la définition des termes. Quand est-ce que le projet existe vraiment ? Et la question, c'est est-ce que le projet, c'est la chose qui sera représentée avec 3 maquettes, des panneaux, enfin voilà, l'attirail classique, ou si le projet, en fait, c'est quelque chose qui va dépasser le rendu en décembre, qui a déjà commencé, et qui est en fait quelque chose qui va germer et qui va aussi s'articuler autour de nouvelles façons qu'on doit penser ensemble. Et là, je réagis sur ce que Sophie ou la dame, au fond, sur disait, sur la participation. Comment est-ce qu'on dépasse la posture de l'habitant et son rôle, et qu'il puisse devenir un vrai acteur, de la même façon que les urbanistes sont des acteurs, ou que voilà, le politique est un acteur. Merci. On arrive au bout. Vous voulez ajouter quelque chose ? Bien sûr. Je voudrais juste faire un petit complément justement sur le rôle du bénévole. C'est que c'est pas donné à tout le monde non plus de pouvoir donner du temps sur ce genre de projet, et que peut-être à l'avenir il y a peut-être quelque chose à repenser sous forme d'indemnité, comme ça peut se faire dans certaines mutuelles ou des choses comme ça, sur le temps de présence. Enfin, voilà. Ce qu'a fait par exemple le CESE sur les conventions citoyennes. Je dis ça. Voilà. Je dis ça, je dis rien, évidemment. Et on va finir avec... pardon, je vous passe devant, cher ami. Oups là, pardon, je suis désolée. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi de Marseille ? Oui, je travaille Guy tous les jours. Ouais. Moi, je travaille à la métropole. Waouh. Et du coup, en fait, dans la pièce de théâtre, la métropole, elle n'est pas représentée par l'élu, elle est représentée par le technicien. Ouais. Et je voulais prendre la parole parce qu'il n'y a aucun technicien qui a pris la parole depuis le début oui, mais de l'échange. Il y en a des techniciens ici ce soir ? Ah oui. 1, 2, 3, 4... vous êtes quand même une petite dizaine, je dirais. Voilà. Je me suis pas reconnue complètement dans le personnage, mais il y a une chose qui m'a marquée et que je trouve, en tout cas nous on vit au quotidien, c'est d'être un peu déjà à l'interface en fait de tous les interlocuteurs. Et je trouve moi j'ai toujours l'impression que tout le monde prête des intentions aux autres, et que en fait moi la machine à laver ça me parle à fond. Et on dit toujours, et vraiment ce truc on a toujours l'impression que parfois l'autre
a vous voudrez du mal. Exactement, vous voudrez du mal ou ferait les choses contre vous, et que en fait il y a une multiplicité de contraintes, et que voilà, c'est ce que disait Madame la maire aussi tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire que des fois on fait des choix qui sont pas des choix. Ouais. Vous choisissez entre deux mauvaises solutions presque à chaque fois. Et à vrai dire, nous en tant que techniciens, on choisit pas tant que ça non plus, et on choisit jamais tout seul en fait. Voilà. Ce que j'entends, et on va... Merci pour ce témoignage. On arrive au bout, et je ne vais pas vous marcher sur les pieds cette fois. On a entendu beaucoup de choses, dont cette métaphore qui restera, je crois, sur la lessiveuse, sur la machine à laver. Et merci, monsieur, du coup, de l'avoir posée. On va vous l'emprunter, on va la garder. On entend la place de ces jurys. Qu'est-ce que ça veut dire participer à la fin qui décide ? Est-ce qu'on participe juste ? Est-ce qu'on co-construit ? Est-ce qu'on partage le pouvoir ou pas ? Et puis qu'est-ce que ça veut dire de faire un choix éclairé quand par ailleurs on est face, il faut le dire de manière cachée, directe, souvent face à des villes pauvres qui n'ont pas forcément les moyens de leurs ambitions. Qu'est-ce que ça veut dire aussi quand par ailleurs il faut jouer avec des contraintes qui sont celles de moi en fait mon quartier j'y tiens, il y a un patrimoine, il y a un marché, et tout ceci en fait mérite mieux qu'une forme de destruction ou de transformation. Comment on fait collectivement pour faire exister tout ça? Écoutez, peut-être que vous êtes en train d'inventer quelque chose. Peut-être que c'est là que vous êtes les précurseurs d'une nouvelle méthode. Peut-être qu'elle essaimera, on espère en tout cas. Peut-être que vous deviendrez, monsieur nous le disait, voilà, des formes de conventions citoyennes par quartier, qui ira bien au-delà d'une forme juste de démocratie participative, mais qui sera dans une forme de partage de pouvoir ou pas. Parce que tout le monde ne le veut pas, comme vous le disiez. Peut-être que tout le monde n'en a pas les moyens. Est-ce qu'il faut être architecte, urbaniste à la retraite ou avoir une appétence pour ces sujets pour maîtriser ces questions que même monsieur le maire adjoint, monsieur le conseiller municipal, monsieur le numéro 13 nous disait « Non, quand même, c'est compliqué. La prochaine fois, je prendrai tourisme. » Quand même, parce que bon... Chers amis, on a commencé une conversation qui ne se termine pas à tout le moins... Enfin, pour vous, parce que vous, demain, vous continuez. Moi, je m'arrête là, parce que c'est l'apéro. Donc, si vous êtes d'accord, on monte et on continue cette conversation autour d'un verre. Bravo en tout cas, à bientôt.